Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Spike Lee. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas mentionné ce réalisateur sur la chaîne et ici on se retrouve en 1990, un an après son coup de poing Do the Right Thing, dont j'ai déjà parlé. Il va proposer Mo Better Blues, peut-être moins engagé politiquement, du moins frontalement, mais si on creuse un petit peu, il y a des choses à dire sur ce point. Au casting, dans le rôle principal, Denzel Washington, peut-être pour une de ses premières prestations en tant que tête d'affiche dans un grand film, lui qui avait été reconnu dans Glory juste avant, et qui sera ensuite Malcolm X dans le biopic du même nom du metteur en scène, que l'on retrouve d'ailleurs également en tant qu'acteur, en tant que meilleur ami et manager du protagoniste principal. Il y a aussi Wesley Snipes, Giancarlo Esposito, Bill Nunn, la sœur de Spike Lee, Joy Lee, qui joue la petite amie de ce héros, peut-être un peu malgré lui vu le film, tandis que le père de Spike Lee, lui, compose la musique. C'est donc un film assez familial. Il y a aussi John Turturro et son frère Nicholas, qui jouent les propriétaires là, du club de jazz. Et il y a Samuel L. Jackson dans un rôle secondaire. Dernière prestation au cinéma pour Robin Harris, qui décédera peu avant la sortie du film. Et l'histoire est assez simple sur le papier. C'est un faux film musical qui en dit long sur le destin du personnage de Bleek Gurley. Alors Bleek, c'est son surnom. Pas expliqué dans le film, mais en rapport au père, je crois, de Spike Lee. Enfin, il y a un truc comme ça, il me semble. Et on le voit à la fin des années 60, il est enfant et on le force vraiment à jouer de la trompette. Enfin, c'est la mère qui insiste et qui ne veut pas le laisser jouer avec ses potes. Il se fait engueuler par ceux-ci. Tandis que le papa, lui, il est devant son écran de télé à regarder du baseball. Mais quand il comprend que son fils est traité de poule mouillée ou efféminé, CC en version originale, là, ça l'énerve. Donc, vous l'avez compris, le petit Bleek, il est entre l'obsession maternelle pour un truc et la masculinité d'un père qui est un petit peu en retrait. Il dit d'ailleurs, presque face caméra, mais pas loin, qu'il déteste cet instrument. Et pourtant, 20 ans après, transition, on le voit sur scène avec son jazzman. Oui, il est leader de ce groupe et il interprète avec ses potes pas mal de petits standards ou compositions, je sais pas trop là pour le coup, et ça marche. Donc, de cette obsession-là, forcée, finalement, il en a quelque part tiré une carrière. Mais on voit que c'est avec certaines fractures. L'ego de cet artiste va nous être montré, parce qu'il n'a pas pu se construire vraiment par lui-même. Ça, c'est déjà un premier point. Et on va assister à la chute de son petit empire, parce que c'est quand même localement qu'il est connu, c'est pas non plus une star nationale, par rapport à ses relations avec les femmes, donc sa petite amie, mais aussi une autre là qui veut devenir chanteuse, sorte de groupie, qui veut vraiment monter les échelons, bon, voilà. La représentation féminine dans le cinéma de Spike Lee, c'est toujours un débat. Et aussi avec ses amis dans le groupe, il y en a un qui fait un solo trop long, donc c'est compliqué, ça commence à se tendre un petit peu, il y en a un qui arrive en retard avec sa petite amie française, qui n'est pas jouée par une française d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et le manager qui a du mal à négocier des bons contrats, c'est difficile. En plus, il perd de l'argent dans des jeux sportifs. Tiens, un rapport peut-être au baseball du père également, tout se lie un petit peu. Et tout ceci se déroule donc dans cette ville de New York que Spike Lee adore. C'est peut-être pas sa ville de naissance, mais sa ville, en tout cas, d'adoption et d'enfance. Évidemment, dans Do the Right Thing, on y était. Et il sera encore après, j'imagine, dans pas mal d'autres films. Donc, évidemment, par rapport à Do the Right Thing, on baisse un petit peu sur une certaine énergie, mais il y en a une autre, là, j'ai envie de dire. C'est pas le film le plus évident à apprécier ultimement dans la carrière d'un metteur en scène qui met beaucoup de lui, là, on le sent. Bon, déjà, parce que il filme New York comme peu savent le faire, mais à sa façon. Évidemment, on peut penser à Woody Allen, je crois qu'il était assez fan de son cinéma. Ils sont plutôt amis en vrai, d'ailleurs ça a fait quelques polémiques à un moment. Bon, après on va laisser ça de côté, c'est pas très important pour ce film-là en tout cas. Et il y a des moments assez iconiques avec les ponts, Brooklyn Bridge entre autres. On voit qu'il aime le cinéma, Spike Lee, et qu'il a aimé les films se déroulant à New York. Ça, c'est une évidence. Premier point, sur le plan esthétique, c'est remarquable là-dessus. Alors, évidemment, sur ses choix de cadre par moment,
sur la photographie, avec son chef-op de base à l'époque, je sais pas si c'est toujours le même aujourd'hui, je crois pas, hein, mais bon. Et bon, le jeu aussi sur la bande originale, le montage qui va faire forcément que sur certaines scènes où ça va s'intensifier, il va se passer des trucs en même temps à l'extérieur, notamment une scène de tabassage assez difficile qui va vraiment être le tournant avant la conclusion. Et l'esthétique cinématographique d'un Spike Lee qui commence vraiment à bien jouer sur son fameux Double Dolly Shot. C'est un plan à la Spike Lee, ça. Alors je sais plus si c'était dans Do the Right Thing déjà, je suis pas certain. Mais ça sera repris après dans Malcolm X, notamment bien sûr aussi dans Black Klansman. On place l'acteur ou l'actrice sur la caméra qui va bouger, le dolly, hein, pouf, et ça bouge en même temps pour mieux isoler le personnage dans ce décor et dans ses tourments, dans ses moments de décision à prendre, etc. Ou de scène qu'il va vivre. Bah là, il y en a. Et ça, c'est toujours très intéressant de voir ça dans son cinéma parce qu'il l'utilise quand même avec parcimonie, attention. Et là aussi, ça veut dire des choses. Ça annonce certaines situations compliquées à chaque fois ou certains tourments. Donc, sur le plan de la mise en forme, c'est assez fort. La narration, après, elle va être flottante et on comprend pourquoi arriver au bout. C'est-à-dire que ce genre de film, tu peux avoir du mal pendant les 2 tiers, enfin du mal, toute proportion gardée, et quand tu arrives à la finalité, tu comprends pas mal de choses. Mais dès l'introduction, en fait, si on fait bien attention à certains points, on voit le destin tout tracé. On sait que sur cette obsession qu'il a subie, sur un contexte masculiniste évidemment, que ce soit avec ses potes déjà tout jeunes et son père, il ne peut en arriver que là. C'est-à-dire qu'on a un artiste qui a fait cela d'abord parce qu'on l'a obligé et qui a été tellement bon à le faire qu'il en devient autre chose que lui-même. Et forcément, il ne va faire que pratiquement des mauvais choix, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan, malgré lui parfois quand même, parce qu'il y a son manager et tout, de la carrière. Et ça ne peut que le mener vers un destin, alors, semi-tragique, je ne révèle pas la finalité, il n'y aura pas de zone spoiler ici, mais qui va leur amener vers une autre destinée qui est peut-être pas forcément la moins bonne. Je ne sais pas ce que Spike Lee veut dire là-dessus, c'est que bon, cette idée, oui, la musique c'est hyper important, et Spike Lee aussi, grand amateur de musique, d'ailleurs s'il fait ce film aussi, c'est pour remettre le jazz. Alors à la fin des années 80, début 90, c'est plus du tout à la mode. Mais au centre donc de la racine de la culture afro-américaine, la musique noire et tout, blues, jazz, etc., toutes ces évolutions, pour être peut-être l'un des premiers réalisateurs afro-américains, du moins populaires, à prendre en main cette musique-là et en faire un film universal, alors que Clint Eastwood avait fait un biopic sur Bird, Charlie Parker, et je crois que Spike Lee n'était pas trop fan. C'est très intéressant ça, il y a un geste politique d'emblée là, sur le logo Universal au début, où vous avez l'artiste Flavor Flav de Public Enemy, qui fait une voix off dessus pour prendre en possession, en tant que personnalité de la musique afro-américaine, et Public Enemy, donc on a l'extension plus loin du jazz R&B, donc on arrive dans le hip-hop, directement en mode, voilà, on est là, et on reprend un petit peu possession de ce qui est à nous. Parce que Public Enemy, il avait fait le clip pour Do the Right Thing aussi, il y avait cette chanson Fight the Power, je crois, et Spike Lee avait fait, il avait réalisé aussi visuellement, esthétiquement, quelque chose de musical. Peut-être que c'est là qu'il a eu envie de faire Mo Better Blues d'ailleurs. Et cette idée est très importante, parce que oui, à l'époque, bon, le jazz peut être déclinant, mais au cinéma, souvent représenté quand même par des personnalités, alors si ce n'est de l'America Wasp, Frank Sinatra peut-être, des trucs comme ça, mais avec des metteurs en scène plutôt blancs que noirs, par exemple forcément à l'époque, puisque c'est ce que je viens d'évoquer, et cette idée aussi que dans l'industrie musicale hors cinéma, ça devient du commerce, et c'est plus, on va dire, des producteurs blancs qui vont chapeauter cela dans ces années-là. D'où la représentation à John Turturro et son frère Nicolas Turturro qui interprètent les propriétaires du club, qui sent un petit peu la déclinaison de cette industrie-là. Il y a aussi un dialogue, un moment, enfin, un propos du personnage de Wesley Snipes. Non, c'est Blick qui dit ça au personnage de Wesley Snipes, qui n'est pas d'accord d'ailleurs. Comme quoi, aujourd'hui, le jazz, les jeunes afro-américains ne s'y intéressent plus. Ils s'intéressent plus à la musique soi-disant blanche, enfin, représentation, une récupération. Il y a toute cette idée-là qui est vraiment plus ou moins en filigrane, mais du coup, ça donne lieu à des tensions, on les sent intérieures dans ces personnages-là. Et après, on raconte une histoire, voilà. Une histoire donc dans la famille, qui va se conclure autrement familialement, avec écho, scène de fin,
par rapport à ce qui est au début. C'est-à-dire apprendre des erreurs du passé qu'on a subies pour ne pas faire les mêmes. Passionnant ça. J'ai beaucoup aimé le début et la fin du film. J'ai aussi beaucoup aimé ce moment de tournant, donc à l'extérieur du club, où la carrière va se retrouver, on va dire, renversée par la force des choses. Avec toujours cette trompette au sens central. C'est-à-dire qu'au début, elle est un peu l'objet de cette obligation. Après, elle va devenir l'objet de la convoitise et de son talent, mais à un moment aussi, il s'en sert comme arme, mais il s'en sert aussi comme lien sexuel quand il est avec ses compagnes, d'une manière, attention, hein, tout à fait soft, je vous rassure, et à un moment, elle va être guerrière, que ce soit sur scène ou pour se défendre à l'extérieur. Il y a tout un délire là-dessus, et il y a tout un style aussi dans l'écriture de foreshadowing par rapport aux lèvres, évidemment, qui sont hyper importants pour le trompettiste du personnage Jobbik. Donc tout ça est très bien huilé, parfois un peu trop, puis on arrive au bout, dans un film assez sage sur le papier, à quelque chose de fort. Et donc l'aspect politique qui a l'air moins flagrant, il l'est tout autant dès l'introduction, dès le logo Universal, jusqu'au bout. Donc finalement, c'est peut-être plus subtil au final qu'un Do the Right Thing, donc moins percutant sur le moment du visionnage, mais arrivé au bout, ça fait réfléchir. Donc c'est quand même un bon film, voilà, que je reverrai avec plaisir, évidemment, puisque suite à un Do the Right Thing qui quand même, quand tu le vois aujourd'hui, plus de 30 ans, 35 ans après, a toujours une forme d'actualité et de résonance dans ce qui peut se passer dans le monde, et notamment aux États-Unis. Mo Better Blues paraît plus daté, mais quand même, sur cette idée assez universelle de l'obsession d'un artiste, comment se construit-elle et comment elle finit par le dévorer, c'est passionnant. Mais il y a toujours une vie après, quand même, quand on y pense. Ça peut fonctionner ainsi. Donc, Mo Better Blues, ça se mérite, ça se voit, ça se dévore plutôt bien, et puis surtout, ça se discute en commentaire. Là, je vous attends au tournant, parce que voilà, c'est important de faire vivre ces vidéos que je fais comme ça, hein, par passion et tout, mais surtout pour ouvrir un échange et un dialogue. Allez, à la prochaine, ciao!